Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinaire sur l'accessibilité numérique. Il est organisé dans le cadre de la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un certain nombre d'intervenants. Florence Salazar, bonjour, vous êtes vice-présidente en charge des conditions de travail, des relations sociales et humaines, du handicap et de la lutte contre les discriminations. Merci d'être présente. Bonjour Nicolas Oppensheim, vous êtes vice-président en charge de la santé, du handicap et de l'accompagnement social des étudiants. Florence Dambrine, tu es responsable pôle web à la direction de la communication. Merci d'être là. Et François Atto, tu es référent accessibilité numérique de l'Université de Tours. Merci à vous. Nous accueillerons également Sophie Roche au travers d'une vidéo qui est enseignant-chercheur à l'UFR Lettres et Langues et créatrice du cours accessible Motex. Florence, je vous laisse la parole pour débuter. Quelques mots très rapidement. D'abord pour remercier tous les intervenants qui sont présents aujourd'hui et je crois que leur présence montre bien que la question du handicap est vraiment une question transversale dans l'université. Donc nous avons une correspondante handicap bien sûr, mais qui travaille avec l'ensemble des services à l'université. Et puis aussi peut-être juste deux points rapides pour rappeler que la politique du handicap à l'université, ce n'est pas seulement une question d'emploi et une question d'adaptation des conditions de travail concrètes. Ça l'est bien sûr, mais pas seulement. Et donc la question de l'accessibilité numérique a tout de suite été inclus dans cette question de la politique générale du handicap à l'université. Et puis peut-être le deuxième point très rapidement aussi, c'est de rappeler que tout ce qui est fait en faveur de cette accessibilité numérique n'est pas seulement à destination des personnes en situation de handicap, mais va faciliter en fait le travail de toutes et tous, parce que ce que cela touche, ce sont les questions des relations sociales entre les personnels et entre les personnels et les étudiants. Merci. Nicolas? Je suis très content de cette émission parce que l'accessibilité numérique, c'est un sujet très important pour les 3% de nos étudiants qui sont suivis par la mission handicap. Et comme l'a dit Florence, c'est-à-dire que tout ce qui est fait pour faciliter l'accessibilité numérique pour ces étudiants profite au final à toute la communauté étudiante. Autre point important à souligner avant de vous laisser la parole, c'est que le sujet de l'accessibilité comporte à la fois l'accessibilité numérique et l'accessibilité au bâti, c'est-à-dire que voilà, faire des cours plus accessibles, des PowerPoint qui peuvent être mieux visualisés, etc., des livrets pédagogiques accessibles à toutes et à tous, ça ne sert à rien si les étudiantes et étudiants ne peuvent pas accéder aux salles de cours. Donc c'est vraiment deux sujets complémentaires et non substituables, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de l'accessibilité numérique parce qu'on a une mauvaise accessibilité au bâti. On essaye de pousser les deux sujets en même temps et c'est la raison pour laquelle en janvier au CA sera soumis une charte d'accessibilité à la fois numérique et au bâti et qui partira aussi des usages et pratiques des étudiantes et étudiants en situation de handicap. Très bien, merci Nicolas. François, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu plus de contexte sur ce qu'est l'accessibilité numérique Oui, alors ce que je vous propose, c'est effectivement de resituer un peu cette notion dans le contexte opérationnel de l'université, puisque nos deux grandes activités, évidemment, c'est ce qui relève de la formation et puis évidemment ce qui relève de la recherche. Dans les deux cas, du coup, on a également du personnel en fait, pour mener à bien ces missions. Et ce sujet de l'accessibilité numérique, finalement, leur profite à tous, donc les étudiants et puis les personnels. Pour évoquer cette question-là, puis la resituer aussi dans la question juridique autour de la question de l'inclusion légale, je vous propose de regarder une petite vidéo qui a été produite par le consortium HYPE 13 dans le cadre de ce projet qui regroupait 13 universités il n'y a pas si longtemps. Je vous propose de regarder cette vidéo maintenant. Inclusion légale et accessibilité technique. C'est la loi de 2005, intitulée Pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui sert de référence en matière d'inclusion. Elle pose les bases de l'exigence publique en matière d'accessibilité numérique. Cette loi définit le handicap comme toute limitation d'activité ou de restriction de la participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne. C'est donc la limitation ou la restriction qui empêche la personne d'accéder aux services de la société. Aussi, l'article 47 de la loi de 2005 énonce que
Les services de communication publique en ligne des services de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées. L'accessibilité numérique est donc le comment faire de cette obligation d'inclusion appliquée aux services en ligne dont les plateformes de cours à distance font partie. Elle est essentielle pour ne pas exclure certaines personnes de leur utilisation. L'accessibilité numérique d'une ressource est le fruit d'un ensemble complexe de dispositions qui rendent cette ressource consultable et compréhensible par le plus grand nombre de situations possibles. On a coutume de dire en conception d'expérience utilisateur ou UX design qu'au-delà de cette dimension légale, l'accessibilité numérique est profitable à toutes et à tous. En matière d'appellation, nous préférons plutôt utiliser le terme « personne en situation de handicap » que « personne handicapée » pour mettre en évidence que c'est la situation qui est handicapante pour la personne et que nous pouvons agir dessus. Donc une fois cette vidéo consultée, ce que je vous propose, eh bien, c'est de découvrir une définition qui nous vient d'un autre produit de ce consortium Hype13, c'est le vocabulaire de l'ingénierie pédagogique, et qui évoque que l'accessibilité numérique, c'est la traduction technique pour les systèmes numériques de l'obligation légale d'inclusion des citoyens, et qui rappelle les 4 principes importants pour penser cette accessibilité. C'est que nos ressources, qu'elles soient destinées aux étudiants ou au personnel, bien sûr, doivent être perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes, en ce sens qu'elles doivent pouvoir facilement s'inscrire dans la durée. Pour cette accessibilisation de nos ressources, il y a plusieurs leviers qui sont à notre disposition. C'est tout ce qui relève de la mise en forme, de l'explicitation de nos énoncés, de la qualité des productions multimédia, de l'exploitation de nos applications et logiciels métiers, qui nous offrent un certain nombre de dispositions, et puis la mise en place des compléments qui permettent, quand on n'arrive pas par ces 4 premiers leviers, de résoudre une difficulté, eh bien, de quand même, malgré tout, proposer une solution. Concernant la mise en forme des documents, les dispositions relèvent d'ajustements autour de la question des polices. Alors on va privilégier plutôt des polices sans sérif, c'est-à-dire sans les petites les petits empattements en fait, qui vont compliquer la compréhension et le déchiffrage de ces polices. On va également miser sur une taille de police un peu supérieure, c'est-à-dire que sur une feuille A4, par exemple, ça va correspondre à une taille 14, ce qui peut paraître important, mais qui finalement correspond et répond à plusieurs besoins spécifiques en matière de lecture. Un autre point important, ça va être la question des contrastes qui peuvent être testés. Alors pour ça, il y avait plusieurs outils en ligne. Ici, j'en cite un qui s'appelle Contrast Finder. Quand on va appliquer une police avec une couleur particulière sur un fond, on peut tester en fait, cette combinaison police sur fond et avoir une réponse chiffrée en termes d'indices. On privilégie, alors l'indice lui-même, il va jusqu'à, je crois, 21. On privilégie plutôt des indices autour de 4 ou de 7 pour que ce texte soit déchiffrable par tout le monde. En matière d'interligne, également, on peut agir. Alors, une suggestion, c'est souvent, qu'on retrouve dans la littérature plusieurs fois, c'est de mettre l'interligne double. On a pu se rendre compte que l'interligne double pose d'autres difficultés en fait, à la lecture. Donc souvent, on restreint à un interligne de 1,5 qui paraît être plus acceptable par l'ensemble, par le plus grand nombre en fait, d'apprenants, ou bien dans le cadre des personnels aussi d'agents de l'université. Et puis une autre disposition, c'est l'alignement à gauche. Alors l'alignement à gauche pose d'autres problèmes, c'est qu'on a souvent des standards de publication qui nous invitent à faire de l'alignement justifié. Donc, mais cet alignement justifié, c'est-à-dire des deux côtés, il va prendre comme variable d'ajustement la distance entre les mots et donc compliquer la compréhension du texte pour certaines personnes. Donc on va choisir plutôt l'alignement à gauche qui est plus respectueux de l'homogénéité de cette distance. Il y a d'autres dispositions de mise en forme qui peuvent être évoquées. On verra dans quelques temps des ressources qui permettent d'aller un petit peu plus loin sur cette question.
Un deuxième paramètre, c'est la formulation et l'explicitation de nos énoncés. Donc, on va privilégier plutôt des phrases courtes, des formulations positives, l'explicitation de tout. Alors, tout, c'est-à-dire les objectifs, les liens entre les choses, les attentes qu'on exprime, les actions à réaliser, mais aussi, dans le cadre de cours, les consignes. Et puis, on va recourir à l'exemple, ce qui est une disposition didactique classique, mais qui va permettre à certaines personnes de rentrer plus facilement en compréhension avec les contenus proposés. En ce qui concerne la qualité de nos productions multimédia, alors des paramètres d'ajustement importants vont être la vitesse d'élocution. Alors c'est important notamment quand on en vient à partir de ces supports multimédia à créer des pistes de sous-titres. Or, ces pistes de sous-titres, on a besoin de pouvoir afficher la bonne quantité de texte en fonction du temps passé. Donc, c'est arrivé à l'époque, j'étais ingénieur pédagogique, c'est arrivé que j'accompagne un enseignant-chercheur qui avait un débit de voix très très important. Et du coup, on avait énormément de quantité de texte à afficher en même temps à l'écran, ce qui posait des difficultés, évidemment. De même, on va retrouver des dispositions autour du contraste visuel, qui est vraiment un gros facteur de handicap. Donc, pareil, l'utilisation d'outils pour évaluer en fait la pertinence de ces contrastes va être une bonne ressource. De même, au moment de l'écriture de ces supports multimédia, il faudra réfléchir sur la compréhensibilité en fait, de ce qui est présenté. Là, plutôt une indication autour du contenu. La qualité et la définition des images qui sont utilisées va être aussi importante quand on va, par exemple, construire un PowerPoint qu'on va essayer de commenter pour en faire comprendre le contenu. Il va falloir prendre des images qui sont bien définies, sinon on va rencontrer des difficultés d'affichage. Et puis, pour tous ces supports multimédia, la possibilité d'activer une piste de sous-titres. Alors, je dis bien la possibilité d'activer, c'est une disposition qui est de l'ordre de l'ergonomie, du contexte de diffusion. Nos lecteurs de l'université le permettent. Ajouter une piste de sous-titres qui va être activable ou désactivable, puisqu'on a constaté que des apprenants avaient des difficultés à prendre connaissance des contenus quand la piste de sous-titres était incrustée dans l'image. L'addition du texte affiché à l'écran plus le son à écouter et éventuellement aussi de l'image à suivre, ça peut être trop dans certains contextes. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les productions multimédia. Et puis, une autre disposition importante, là, qui relève plutôt de notre système d'information, c'est l'exploitation des possibilités offertes qui sont déjà natives dans nos applications et logiciels métiers. Donc, typiquement, là, au moment où on intègre une page Internet, ma collègue vous en parlera tout à l'heure, une bonne disposition, ça peut être de décrire l'image et puis de la nommer avec un texte alternatif, la balise alt, qui permettent à une personne qui active en fait, la lecture de sa page par une synthèse vocale, d'avoir quand même une information quand la synthèse passe sur cette image. Une autre chose, ça va être la navigation à la souris, donc qui est à tester sur les différents supports, mais qui est disponible dans la plupart de nos applications. Encore faut-il que les bonnes balises soient renseignées au moment où on intègre le contenu dans les pages web. Donc il faut connaître en fait, ces dispositions pour pouvoir les mettre en œuvre. L'ergonomie générale de nos applications et puis l'expérience utilisateur. Donc là, peut-être que sur nos applicatifs, on pourrait aujourd'hui encore envisager du travail. Il y a toujours du travail à faire en matière d'accessibilité numérique. Donc ça fera partie sans doute des chantiers à venir. Et puis la mise en place de médias ou dispositions complémentaires quand c'est nécessaire. Donc j'ai évoqué tout à l'heure les pistes de sous-titres. Ça suppose un petit travail aussi, hein, c'est-à-dire que quand on a créé son support multimédia, il faut malgré tout, alors soit le texte était écrit, auquel cas il suffit de le mettre en forme en fait, dans la piste de sous-titres ou dans la transcription intégrale, soit le texte qu'on a enregistré n'était pas écrit, auquel cas il y a des outils de transcription automatique qui sont disponibles dans notre serveur vidéo par exemple, dont j'oublie le nom tout de suite, UT-Media, bien sûr. Et puis, les descriptions audio qui peuvent être disponibles, par exemple, quand une information qu'on transmet repose sur un élément visuel uniquement. La description audio peut permettre d'apporter cette information d'une autre façon, en fait, c'est-à-dire en texte. Et le texte a le grand mérite de pouvoir être beaucoup exploité par les différents outils complémentaires en matière d'accessibilité. Donc l'accessibilité numérique, c'est aussi l'avènement du texte. Donc ça, c'est intéressant, parce qu'on est beaucoup dans la société de l'image. Et ben, la société de l'image a besoin de la société du texte pour pouvoir transmettre la plupart des informations qui sont nécessaires.
Et puis la transcription en FALC. Donc FALC, ça veut dire facile à lire et à comprendre. C'est une méthodologie qui a été construite par un consortium de 8 organisations autour du handicap en Europe et qui apporte des éléments sur la manière dont on peut transmettre un certain nombre, traduire quasiment un certain nombre d'informations et de documents. Et ça, c'est aussi quelque chose qui peut beaucoup intéresser nos administrations. Par exemple, le bulletin de paye, enfin des documents classiques en fait, hein, que l'administration transmet à ses agents, qui peuvent être traduits selon cette méthode. Il y a un protocole, enfin c'est assez cadré, et qui permet de s'assurer que la plupart des gens puissent prendre connaissance des informations qui sont véhiculées. Enfin, il y a les notices d'explication pour l'utilisation d'outils ou d'espaces web, donc notamment par exemple la construction de pas à pas, on peut appeler ça de mode opératoire, de tutoriels à disposition des personnes qui doivent prendre connaissance d'un outil. Ça nous arrive 1000 fois par jour, par exemple à la DRH ou dans d'autres services, d'avoir cette problématique de transmettre l'utilisation d'un nouvel outil qui est installé. Et je pense que c'est une des choses importantes à prendre en compte pour la suite de nos travaux. Ça sera aussi de réfléchir à cette question du support en fait, à nos utilisateurs en fonction de cette question d'accessibilité numérique. J'approche de la fin de ma prise de parole, mais l'idée c'était de mettre en évidence un changement de paradigme. Donc j'emprunte à Serge Ebersold cette expression, c'est l'accessibilisation, c'est-à-dire qu'on a été longtemps dans le paradigme de l'accessibilité. Et c'est intéressant de montrer dans quelle mesure c'est un travail à peu près continu aujourd'hui de rendre accessible de manière active, collective et continue les informations que nous avons besoin de faire circuler dans notre organisation de l'université, mais aussi à destination des étudiants. C'est un travail quasiment continu. Pour autant, ce n'est pas un travail qui est forcément écrasant. Il faut le concevoir dans une logique itérative, c'est-à-dire qu'on est contraint par nos moyens, on est contraint par le temps qu'on peut y consacrer. Donc l'idée, c'est de faire la logique des petits pas, en fait, d'avancer dans cette direction et d'essayer d'avoir identifié un horizon souhaitable. Alors pour vous aider dans cette démarche, il y a des ressources qui sont disponibles, qui sont aujourd'hui plutôt destinées aux enseignants-chercheurs et enseignants. Elles sont pensées dans cette dynamique, mais elles peuvent tout à fait être profitables aussi au personnel administratif. Donc il y a une première chose, c'est une formation sur étagère dans la boîte à outils du consortium HYPE 13, que j'ai mobilisé au tout début avec la petite vidéo d'introduction que je vous proposais. C'est des contenus qui sont plutôt de qualité et qui restent à jour aujourd'hui et qui peuvent être consultés donc sur étagère, c'est-à-dire toujours disponibles en vérité. À partir du moment où vous identifiez un moment de l'année où vous êtes un peu plus disponible, vous pouvez consacrer, c'est l'équivalent d'une vingtaine d'heures. Ça peut être aussi un investissement un peu moindre, sans aucun problème. Il y a une formation hybride tous les ans, donc ça c'est une formation à laquelle on peut s'inscrire en utilisant notre outil GFORP, qui permet de suivre, de prendre connaissance en fait, de la thématique de l'accessibilité numérique et puis surtout de travailler en atelier et en collectif sur l'accessibilisation de certaines de ses propres ressources. Donc c'est une formation qui est plutôt designée pour les enseignants-chercheurs et les enseignants, mais qui peut tout à fait accueillir, et on l'a déjà fait, des personnels BIATS en fait, pour travailler aussi certains documents. Il y a un guide pédagogique qui est disponible sur la pédagothèque du CAP. Le guide pédagogique également est bien sûr plutôt designé pour les enseignants, mais il est tout à fait pertinent pour de la transcription de documents administratifs. Et puis il y a éventuellement un référent, alors pour vous aider, plutôt pour vous orienter en fait parmi ces différentes ressources. Et il y a surtout des supports, des services supports pour vous accompagner dans les projets qui pourraient émerger de cette réflexion. Alors je vais juste faire un petit dernier point pour vous montrer comment on accède en fait, à la boîte à outils HYPE 13 pour cette fameuse formation sur étagère. En fait, il suffit d'aller sur Célène, notre plateforme de mise en ligne de cours, et puis vous allez dans l'onglet boîte à outils qui est disponible, et puis vous sélectionnez la formation accessibilité. Il y a les liens dans la description de ce webinaire pour ces différentes ressources qui seront rappelées un petit peu plus tard, j'en suis quasiment sûr. Ici, comment on fait pour aller chercher la formation, cette fois-ci hybride, dans GFORP? Eh bien, on se connecte à GFORP et puis ensuite, on tape accessibilité numérique dans l'onglet de recherche et la fiche. Alors, les prochaines dates, c'est le 18 avril et le 2 mai. Et puis, enfin, comment on fait pour accéder à la pédagothèque du CAP? Eh bien, on va sur le site du CAP
et on va directement dans les productions. Et il y a plusieurs guides, 6 guides qui sont à votre disposition, dont un sur l'accessibilité numérique. Et puis, je voulais rappeler l'existence de ressources qui sont assez intéressantes, qui ont été produites dans le cadre d'une journée d'études organisée par le CAP dans le cadre du projet PARM. Il y a une quinzaine d'interventions qui sont disponibles, dont certaines qui sont vraiment très ciblées sur des types de handicap, notamment sur les troubles 10, sur les troubles visuels. Il y a aussi beaucoup d'exemples, de projets, de choses de personnes qui sont venues nous les présenter. Donc c'est une source assez intéressante d'informations, je trouve, sur le sujet. Et puis je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci François. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat et nous y répondrons à la fin de ce webinaire. Et maintenant, Florence, c'est à toi de nous présenter ce qui a été fait en matière d'accessibilité par rapport au site internet. Oui, l'université dispose depuis mars 2022 de 2 modules d'accessibilité complémentaires. Un outil de tierce accessibilité pour l'affichage et un lecteur vocal. Je vais vous faire une démonstration de ces 2 modules. Au niveau de l'affichage, nous avons la possibilité sur chacun des sites web de l'université d'activer le module Confort Plus qui permet notamment en termes de typographie d'agrandir le texte, mais également, comme le disait François, de modifier la police de caractère, puisque ça peut être important, notamment pour les utilisateurs dyslexiques de nos sites web. Donc, on peut rentrer différents paramètres. On dispose également d'aide à la lecture pour tout ce qui va concerner la mise en page, avec l'espacement entre les lignes, l'espacement entre les mots. On peut également afficher des guides de lecture. Les lignes, l'alignement des textes à gauche, ça va exactement dans le même sens que ce que disait François tout à l'heure. On respecte ces éléments. On a aussi une possibilité de personnaliser les couleurs, que ce soit le texte, l'arrière-plan, le fond. Et aussi pour des aides à la navigation, de différencier le contenu des liens, les liens déjà visités, les liens sélectionnés, etc. Donc, toute la palette de couleurs est personnalisable. Au niveau du comportement des visites, on a aussi la possibilité notamment de naviguer par pointage. C'est-à-dire que ça va ajouter automatiquement des flèches de défilement activées par le survol de la souris. Et ça, c'est pour les utilisateurs qui sont dans l'impossibilité de consulter le site web comme tous les autres internautes. Et en complément, là, on a aussi la sélection automatique des éléments cliquables. Ça, c'est pour parcourir de façon automatique tous les éléments contenus dans une page et tous les éléments cliquables ainsi que les formulaires, etc. en cas de difficulté de navigation. L'avantage de ce module, c'est qu'une fois qu'on a enregistré ces réglages, si on ne vide pas le cache de son navigateur, ils sont conservés d'une visite à une autre. Et ça, c'est le cas pour le site portail de l'université, mais aussi pour tous les sites de composantes, des unités de recherche, etc. Tout notre socle de sites. Donc ça, c'était pour l'affichage. Pour le lecteur vocal, sur chacune des pages web du site, nous avons la possibilité d'écouter les contenus. Donc, Accueil. Voilà. Bienvenue sur le site internet des élections partielles des représentants des personnels et des usagers au... Donc là, c'était une démonstration de notre lecteur vocal. Donc c'est la lecture à voix haute de tous les contenus de la page. Il y a une surbrillance simultanée et de couleurs différentes pour les mots, pour bien se repérer où on se situe dans la page. Et on a aussi la possibilité d'utiliser tout ce que je viens de charger là directement au clavier. Donc ça, on l'a mis en place sur les 150 sites web de l'université. Parfait, merci beaucoup pour cette présentation. Maintenant, on va pouvoir entendre le témoignage de Sophie Roche, donc, qui est créatrice du module Motex, du cours accessible Motex, et qui s'excuse de ne pas pouvoir être présente aujourd'hui, mais qui nous a du coup enregistré son témoignage et qui va pouvoir voilà, vous expliquer quelle a été sa démarche et comment elle l'a mise en place. Merci. Bonjour à tous, je suis Sophie Roche, enseignant-chercheur à l'UFR Lettres et Langues.
Je suis venue aujourd'hui partager avec vous mon expérience personnelle de cours accessibles. Je tiens à préciser que je ne suis pas une spécialiste de l'inclusion ni de l'accessibilité numérique en tant que telle. Je suis juste une enseignante qui a essayé de mettre en œuvre dans ses cours ce qu'elle a appris et lu sur le sujet. Et vous le verrez, certaines de mes décisions sont des décisions et des choix qui relèvent du bon sens. J'ai été sensibilisée à cette question de l'accessibilité lors d'une formation que j'ai suivie sur les troubles spécifiques des apprentissages il y a 3 ans de cela, et qui portait spécifiquement sur les troubles 10 et les troubles de l'attention. Ça m'a amené à m'interroger sur l'accessibilité de mes propres cours. Dans le webinaire d'aujourd'hui, on parle d'accessibilité numérique, c'est-à-dire de l'accessibilité des cours en ligne ou des documents que nous, les enseignants, on peut transférer sur Célène. Mais de manière plus générale, je pense qu'il y a beaucoup de bonnes pratiques d'accessibilité que l'on peut transférer à tous les documents écrits qu'on distribue en fait en cours. Il s'agit juste pour nous de penser en amont le contenu de nos cours et de nous demander comment on peut adapter les contenus que nous produisons au potentiel handicap de nos étudiants. Il s'agit de faire en sorte aussi que les documents qu'on va produire puissent être moulinés, puissent être travaillés par d'éventuels logiciels de compensation que possèdent nos étudiants. Il faut bien garder en tête, en tout cas à mon avis, que l'accessibilité absolue n'existe pas. Chaque handicap est spécifique, donc chaque besoin d'étudiant est spécifique. Cela dit, on peut quand même proposer des recommandations générales qui permettent de répondre aux besoins des plus grands nombres. Ne pouvant être présente physiquement sur le plateau aujourd'hui, j'ai fait le choix aujourd'hui d'un PowerPoint commenté. Et vous le verrez, pour mettre en application les principes dont je vous ai parlé, j'ai utilisé pour ce PowerPoint des normes d'accessibilité. Donc je vous présente un PowerPoint accessible. Il s'agit de notions, de conseils que j'ai trouvés dans le cours Célène « Créer des cours accessibles » que vous trouverez dans la boîte à outils de Célène. Voilà, donc je vous y renvoie. Il s'agit de faire attention notamment, vous le voyez, au choix de la police de caractère, à la mise en forme des diapos. J'ai aussi veillé à les numéroter en bas, à leur mettre un titre systématiquement, et j'ai fait bien attention à ne pas utiliser d'animation ou d'effets de transition et de flou qui peuvent créer du trouble auprès des étudiants. Et enfin, j'ai fait passer ce travail, ce PowerPoint, à travers le filtre du vérificateur d'accessibilité de PowerPoint que vous trouverez dans les outils de révision, si jamais ça vous intéresse. Donc je vous parle aussi du cours Motex, qui est un cours accessible que j'ai conçu. Il s'agit d'un cours de remise à niveau en grammaire française. Ce cours Motex, donc du mot au texte, vise à venir en aide aux étudiants qui ont des fragilités en langue française. Et le format numérique que j'ai choisi pour le cours a été choisi de manière tout à fait intentionnelle. C'est pour moi un outil pertinent dans le cadre d'un cours de remédiation qui vise à aider notamment les étudiants en situation de handicap. Le format même du cours numérique, effectivement, est un outil en tant que tel d'accessibilité, puisqu'il permet à un étudiant qui est en surcharge cognitive de mettre le cours et l'enseignant en pause, voire de le réécouter à volonté. C'est un outil qui permet le sous-titrage des vidéos, et c'est un outil qui permet aussi d'associer à des vidéos des exercices avec un feedback immédiat, ce qui est très efficace en termes d'ancrage cognitif. Donc ça peut aider un étudiant qui a des fragilités cognitives. L'accessibilité d'un cours sur Célène, mais pas que, passe déjà et avant tout par une accessibilité visuelle qui repose sur une police de caractère accessible, que ce soit pour des vidéos, des exercices, des documents téléchargeables. Ce choix de la police de caractère, et pour cela je vous renvoie au guide de l'accessibilité numérique des enseignements qui a été conçu par le CAP et dont François Atto vous a déjà parlé. Donc dans ce guide vous trouverez des indications sur la police de caractère conseillée. De manière générale, il faut une police de caractère sans empattement, d'au moins 14 points, alignée à gauche, et idéalement avec un interligne double. L'idée est de rendre le texte particulièrement lisible. On évitera les italiques, les soulignés, et on se contentera du mode normal ou gras pour les caractères qu'on utilise. Dans ce cours que j'ai construit, il y a donc des vidéos et des exercices. Dans les vidéos, pour aider l'étudiant à se concentrer, j'ai fait le choix de limiter les distracteurs. J'ai volontairement réduit le recours aux animations,
Et avec les ingénieurs pédagogiques qui m'ont accompagnée, j'ai fait le choix d'être filmée sur un fond clair, ce qui permet, quand on incruste du texte à l'écran, d'avoir un contraste bien marqué. Et la vigilance à apporter au contraste est effectivement quelque chose d'important pour un étudiant qui aurait des problèmes visuels. Donc je vous donne un exemple de ce que cela donne. Voilà une photo d'un instant du cours. Donc l'enseignant, un fond clair, et puis vous voyez des incrustations minimales. Là on est dans ce que je peux faire quasiment de plus exotique en termes d'animation. L'accessibilité visuelle, elle demande aussi, comme vous l'avez vu, qu'on puisse éventuellement incruster à l'écran des mots de vocabulaire ou des termes plus compliqués, les termes compliqués, pardon, pour que l'étudiant puisse avoir un renforcement de l'oral par l'écrit. Le fait d'utiliser aussi des incrustations à l'écran permet de mettre en évidence les éléments importants. En ce qui me concerne, toutes les fois que je donnais un exemple ou que je faisais qui comportait des éléments clés, j'ai fait bien attention à mettre les éléments importants en rouge et en gras avec une police grossie de 2 points. Le but du jeu était de permettre à l'étudiant, qui pourrait être malvoyant, de repérer quand même les morceaux de texte les plus importants, sans s'appuyer sur les couleurs. J'ai aussi choisi de recourir à des pictogrammes récurrents qui viennent là encore soutenir le texte et qui aident l'étudiant à identifier les différentes parties du cours. Et je vous présente, voilà ce que ça donne. Un texte incrusté avec, vous voyez, du rouge gras grossi. Ici, je vais insister sur le mot pour que. Et puis, donc, un guide des pictogrammes. Mais l'accessibilité, ça n'est pas qu'une question de visuel, c'est aussi une question de contenu. Et dans le contenu du cours, je me suis efforcée d'employer des explications claires et de limiter dans la mesure du possible les termes techniques. À chaque fois aussi, pour éviter trop d'abstraction, de prendre systématiquement des exemples pour incarner les explications théoriques. Et enfin, j'ai prévu aussi un glossaire téléchargeable pour les termes techniques, pour que l'étudiant qui a un doute puisse les revoir tranquillement chez lui. De même, pour tout ce qui était exercice d'application, j'ai prévu des exercices systématiques après chaque point de grammaire. J'ai essayé au maximum d'expliciter les consignes d'exercice, en différenciant à chaque fois la consigne pédagogique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire dans l'exercice, et la consigne opérationnelle, c'est comment le faire. Et enfin, quand il y avait plusieurs tâches à réaliser, je les ai présentées de manière progressive, étape par étape. Au début de chaque exercice, j'ai aussi fait figurer un exemple corrigé pour que l'étudiant voit ce qui était attendu de lui, et voici ce que cela donne. Vous voyez donc l'exemple figure avant même que l'étudiant fasse l'exercice et il a le corrigé, réponse à saisir. Qui dit accessibilité dit aussi possibilité pour l'étudiant d'utiliser des outils de compensation, et c'est pourquoi les vidéos sont sous-titrées. J'y ai aussi ajouté des transcriptions téléchargeables au format Word. L'idée est qu'en effet, la vidéo téléchargée au format Word peut être lue et traitée par les principaux logiciels de compensation, comme le ruban Word, du Cartable Fantastique, Studis, Disvocal, entre autres. Et donc voici un exemple du cours avec le sous-titre, et puis donc vous le voyez, le petit picto, transcription de la vidéo qui permet le téléchargement. L'accessibilité, c'est aussi penser à la navigation de son cours en ligne. Là encore, pour que l'étudiant puisse aisément revenir sur ce dont il avait besoin sur ce qu'il avait besoin de retravailler, j'ai permis la navigation dans tous les sens. On peut aller et venir autant de fois que possible dans le cours. Et j'ai aussi pris soin d'afficher de manière claire la structure des différentes parties du cours pour que l'étudiant puisse aisément savoir à quel endroit du cours il se trouve. Enfin, là encore, pour accompagner l'étudiant, j'ai systématiquement indiqué les objectifs d'apprentissage et la durée de chaque partie. Comme ça, il sait quand il se lance dans la vidéo ce qu'il attend. J'ai aussi enfin ajouté des éléments ressources téléchargeables, comme par exemple un lexique des termes grammaticaux, des fiches mémo, des cartes mentales. Voilà, tout cela devant soutenir les apprentissages. Et il est temps de conclure, j'ai déjà beaucoup parlé. Cette démarche que j'ai faite en vue de l'accessibilité, à titre personnel, elle m'a été extrêmement bénéfique et je tiens à en témoigner, puisqu'elle m'a amené à me poser la question de ce que je voulais faire dans mes cours et de la manière dont je voulais transmettre les choses à mes étudiants. Et puis j'ai découvert qu'elle était aussi bénéfique à tous les étudiants parce que finalement on n'est jamais assez simple. Donc en fait être accessible, c'est rendre service à tous. Donc pourquoi s'en priver, puisque comme vous l'avez vu finalement, les choix que j'ai faits, il s'est juste agi de réunir des pratiques qu'on utilise tous de manière pas forcément conjointe, mais en amont de se dire voilà qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour que l'étudiant soit plus à l'aise avec mon cours.
C'est aussi simple que ça. Avant de vous quitter, un dernier mot pour remercier les ingénieurs pédagogiques du CAP qui m'ont beaucoup accompagné, beaucoup aidé dans ce travail sur l'accessibilité que j'ai fait. Et une pensée spéciale pour Marie-Laure Trébuil, qui est l'ingénieure pédagogique qui m'a accompagnée sur Motex depuis le début du projet. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup Sophie pour ton témoignage. François, je te redonne la parole. Tu remplaces nos collègues de la DSI, donc la Direction des systèmes de l'information pied levé, pour nous parler de ce qu'ils ont mis en place. Oui, absolument, parce que du coup, l'outil d'accessibilité sur lequel d'ailleurs s'appuie le cours de Motex qu'on vient de voir, c'est Célène, c'est notre plateforme de diffusion de la formation. Par le biais donc ce qu'on appelle un LMS qui s'appelle Moodle. Donc c'est la raison pour laquelle d'ailleurs la petite icône que vous voyez au centre du diaporama, ce M, c'est pas un C, d'ailleurs c'est pas le C de Célène, c'est un M pour Moodle. Voilà. Et puis je suis quand même allé chercher une en-tête un peu plus ancienne pour rappeler le sens de cette expression, là, le nom de notre Moodle qui s'appelle, c'est cours en ligne et enseignement numérique pour les étudiants des universités d'Orléans et de Tours, puisque c'est un outil qui est développé par les collègues de la DSI, OK pour l'université de Tours, mais aussi pour l'université d'Orléans et puis pour l'INSA. Donc c'est un travail de développement conjoint, inter-établissement, qui rappelle aussi la dynamique un peu collective autour de l'accessibilité numérique. Donc récemment, pour compléter cette offre déjà importante autour de Moodle, il y a un groupe de travail qui s'est réuni regroupant en fait les référents accessibilité numérique donc pour l'université d'Orléans et l'université de Tours. Il y a aussi les ingénieurs pédagogiques, donc des deux services, le CAP et puis le Lab UA, et puis la direction des systèmes d'information. UO, sans doute, Lab UO, Orléans, j'ai un doute. Et puis, le livrable en fait, de ce groupe de travail, ça a été un cahier des charges fonctionnel pour un plugin qui a été implémenté, qui reprend beaucoup de choses qu'on a vues tout à l'heure au niveau du site internet avec Florence. Donc ce travail donc, a abouti d'une part à ce cahier des charges fonctionnelles autour du plugin, qui a été créé donc, par notre collègue Julien Chambon, et puis une feuille de style qui sera implémentée prochainement dans une des prochaines mises à jour de Moodle. Alors ce plugin, il se trouve ici, il se manifeste comme ça dans un premier temps quand on arrive sur Célène. C'est ces deux petits boutons nouveaux qui se sont ajoutés. L'un qui permet d'activer le mode nuit. Alors quand on est en mode clair sur le site sur Célène, eh bien c'est une lune qui permet de passer donc au mode nuit. Et puis quand on est en sombre, c'est un petit soleil pour repasser sur le mode jour, entre guillemets. Ces deux modes étant l'un apportant une interface claire à Moodle qui permet aussi de répondre à certains besoins en termes d'affichage, et l'autre mode nuit permet aussi un certain confort d'affichage. Quand on regarde beaucoup les écrans, au bout d'un moment, le fait d'être moins sollicité par la lumière est aussi un facteur de repos. Et puis l'autre bouton, c'est un petit symbole avec un homme comme ça qui écarte les bras, qui rappelle un petit peu, alors moi ça me rappelle un tableau célèbre de Léonard de Vinci, et qui ouvre sur la question de l'accessibilité. Donc là on trouve un contenu particulier, donc c'est une interface qui va proposer des ajustements et des paramètres d'ergonomie sur différents chapitres de confort. Donc le premier, c'est le confort visuel. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs paramètres que je vais détailler. Mais il y a aussi le confort moteur en termes de navigation sur la page. Et puis il y a aussi un petit peu plus bas le confort de lecture, simplement autour du texte. Alors là, ici, je vous ai montré ce que ça donne quand on bascule sur l'interface classique vers une interface où on a changé la police et donc on a pris OpenDys, qui est une police adaptée pour les troubles dyslexiques qu'on a sélectionnés. Ici, en mode nuit, vous voyez les paramètres concernant les lettres, donc qui permettent, comme on l'a vu tout à l'heure, d'agrandir le texte, de changer la police d'écriture et puis de modifier l'espacement entre les lettres. Il y a des paramètres aussi concernant le texte, donc l'espacement entre les mots, l'interligne, la casse du texte, donc est-ce qu'il y a des majuscules ou pas et la manière dont ces majuscules sont gérées. Il y a également des paramètres concernant les images, c'est-à-dire qu'on peut dans Célène choisir maintenant la manière dont on affiche les images. Soit, là c'est le mode normal, ici on peut les désaturer pour passer en noir et blanc,
On peut également faire une désaturation un petit peu moins forte, permettre de préserver les yeux. Et puis l'autre chose, ça va être une couleur très vive au contraire, pour des personnes qui en auraient besoin. Donc c'est la même image en fait qui va passer par différents filtres, et donc toutes les images de Célène vont s'afficher en fonction de ce filtre. On passe ensuite aux paramètres autour du confort moteur, avec notamment une assistance à la sélection et au clic, alors qui permet de grossir les menus quand on survole un certain nombre d'éléments interactifs sur la plateforme, et bien de leur donner une mise en forme un peu différente. Donc vous voyez, vous passez votre souris, et puis l'élément que vous sélectionnez est plus gros, ce qui vous permet de le lire un petit peu mieux. Il y a également une aide à la lecture. Donc cette aide à la lecture consiste principalement à mettre en évidence, avec l'aide du bouton échappe, une zone une espèce de réglette que vous pouvez déplacer et qui va éliminer les distracteurs autour de la partie que vous êtes en train de consulter. Donc vous la déplacez à la main, à la souris, pour pouvoir lire. Il y a également une synthèse vocale, comme on l'a vu tout à l'heure, qui permet, du coup, je vous ai fait une petite capture. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez, vous, moi ici, je n'ai pas le retour, mais l'idée, c'est qu'au fur et à mesure où vous déclenchez la lecture sur un texte, il est mis en forme, et chaque mot est passé dans la synthèse vocale. Et puis, il y a un certain nombre de choses qui sont à venir. Ce groupe de travail, évidemment, n'est pas mort et va continuer à fonctionner avec donc, ces relations entre ces différents établissements pour continuer d'avancer sur cette question. Eh bien, écoute, Voilà. Merci beaucoup François pour cette présentation. Il est presque temps de finir, mais nous voudrions d'abord pouvoir avoir quelques questions concernant ce webinaire, si vous en avez. Alors Liliane nous demande avec qui prendre contact si elle souhaite se lancer dans l'enseignement accessible. François ? Moi, je peux constituer une porte d'entrée sur cette question-là. Évidemment, pour le travail pédagogique, la question sera plutôt à voir avec Julien Meunier, qui est le collègue du CAP. Voilà, qui est responsable du pôle accompagnement et qui pourra prendre en charge la demande. Après, cette question peut être vue de plein de façons différentes, puisqu'il y a des ressources à l'université qui permettraient de se mettre en congé pour projet pédagogique. Mais de toute façon, c'est Julien Meunier qui va constituer la porte d'entrée. Merci François pour cette réponse. Est-ce qu'on a une autre question ? Oui, une deuxième question de Pauline qui pose la question suivante. Bonjour, accessibilité numérique, écriture inclusive et problèmes 10 font-ils bon ménage ? Moi, je peux y répondre en termes de web, notamment. Puisque les modules que je vous ai présentés, notamment le lecteur vocal, il n'est pas compatible avec une écriture inclusive. Ni avec les lectures, notamment les aides à la lecture pour les dyslexiques. Donc ça fait partie des recommandations moi, que je donne au niveau des formations web, de ne pas utiliser l'écriture inclusive sur les supports dans les différents contenus web, comme de mettre automatiquement une alternative textuelle à une image, comme le disait François, et de nommer son fichier correctement, d'utiliser correctement les logiciels de contribution, c'est-à-dire en nettoyant le texte et en utilisant directement le logiciel pour mettre en forme les titres, etc., plutôt que de faire un copier-coller de Word. Voilà, c'est des éléments de réponse pour une contribution optimisée et notamment en termes d'écriture inclusive. Merci Florence. Florence, vous voulez peut-être ajouter quelque chose ? Pauline a posé une question vaste sur laquelle on pourrait discuter des heures, mais juste une petite réflexion sur la dénomination d'écriture inclusive, que trop souvent on qualifie à partir du point médian. Le point médian est une des formes de l'écriture inclusive, mais ce n'est pas l'écriture inclusive. Et en réalité, dans l'exemple que Florence nous a montré tout à l'heure avec la lecture vocale, il y avait de l'écriture inclusive puisqu'il était écrit. Et donc, il a été dit les étudiantes et les étudiants. Mais ça, c'est de l'écriture inclusive, mais qui n'utilise pas le point médian. Donc, c'est vrai que pour le moment, on a un problème avec le point médian qui ne passe pas tellement au lecteur, enfin, qui ne passe même pas du tout au lecteur vocal. Mais ça va peut-être évoluer parce que on voit bien que sur le plan technique, on évolue. Donc, peut-être, en effet, pour ce type de document, privilégier une autre forme de l'écriture inclusive avec des termes épicènes, c'est-à-dire qui peuvent fonctionner pour le masculin et le féminin. Quand on dit les collègues, on désigne aussi bien des femmes que des hommes. Et puis aussi le redoublement, donc féminin et masculin. Mais donc c'est de l'écriture inclusive. Voilà, mais c'est un grand sujet dont on pourra rediscuter à un autre moment.
Très bien, merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Est-ce qu'on a encore une autre question peut-être avant de clore? Alors, pas d'autres questions sur le chat. Très bien. Eh bien, écoutez, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Je remercie les intervenants d'avoir participé et puis je vous remercie de nous avoir suivis. Vous retrouverez toutes les ressources qui ont été mentionnées pendant ce webinaire dans la description de la vidéo et elle sera rediffusée sur la chaîne YouTube de l'université. Merci à tous et bonne journée.